Bonjour à tous, une nouvelle série, un nouveau cours sur la programmation web. On va voir beaucoup de choses, mais avant de voir toutes ces choses, il faut voir JavaScript parce que JavaScript c'est vraiment le langage qui permet de programmer, d'animer, de faire tout ce qu'on veut en web. Donc JavaScript c'est un langage qui est compliqué mais qui est vraiment très agréable à utiliser. Moi personnellement je suis complètement fan. Alors je vais présenter dans ces vidéos tous les concepts de JavaScript, donc on va démarrer tranquillement, mais après, vers la suite, on va vraiment voir les concepts très profonds de JavaScript. Alors, il faut savoir programmer un petit peu, ça aide, hein, il faut avoir des bases en algorithmique, parce que je vais pas m'attarder sur des notions relativement simples, mais si vous savez programmer n'importe quel langage, sauf JavaScript, eh ben, j'espère qu'avec ces vidéos, vous allez apprendre très rapidement des choses. Ok, on commence. Alors, qu'est-ce que JavaScript? Ben, JavaScript, avant tout, c'est un langage de script, hein, d'accord? Donc, on va avoir essentiellement un script, c'est une séquence d'instructions. Ces instructions, elles vont être interprétées les unes après les autres par un interpréteur. On va voir cette notion d'interpréteur juste par la suite. Alors chaque instruction va permettre de faire des choses. Donc essentiellement, vu qu'on est en programmation web, hein, on va avoir des instructions qui vont nous permettre d'interagir. Donc savoir qu'un bouton a été cliqué, par exemple, pour afficher une nouvelle vue ou pour envoyer un formulaire, mais aussi pour savoir qu'une donnée est mise à jour. Hein. Si vous avez reçu les résultats d'un formulaire, eh bien vous pouvez le savoir avec JavaScript, et ce qui va permettre, par exemple, de changer l'écran. Bah justement, donc la deuxième chose qu'on peut faire avec les instructions JavaScript, bah, c'est d'afficher. Donc comment on fait pour afficher en web, on va le voir. Bah, essentiellement, ça se fait par la manipulation du DOM. Hein. Le DOM, c'est l'arbre qui représente votre HTML dans le navigateur. Hein. Donc on va pouvoir manipuler ce DOM et donc faire beaucoup d'effets graphiques grâce à JavaScript. Pour finir, on va pouvoir communiquer en JavaScript, ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer ou recevoir des requêtes, donc essentiellement du HTTP, mais aussi, on verra, lorsqu'on utilise JavaScript du côté serveur, des requêtes vers une base de données. Alors, une petite illustration, là, voilà, c'est mon script, donc, qui va contenir des instructions. Donc, je l'ouvre, dedans, je l'ai édité. Voilà, donc là, j'ai défini une variable, on va voir ce que c'est que des variables par la suite, qui vaut ici hello, et j'utilise une fonction qui est proposée par JavaScript, qui s'appelle alert, qui me permet d'afficher un petit message sur le navigateur, et ce message, le contenu de ce message, ben, c'est la chaîne de caractères qui est ici. Voilà, donc quand je l'exécute, on voit le message qui arrive ici. Ok, on avance. Alors, revenons sur cette notion d'interpréteur. Hein. Je l'ai dit que les scripts sont interprétés en fait par une machine virtuelle. Donc voilà, donc là c'est mon environnement qui peut être un navigateur ou qui peut être un serveur. Et dedans, on a une machine virtuelle. Alors, cette machine virtuelle, elle est présente dans tous les navigateurs web du marché. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que chaque navigateur a sa propre machine virtuelle. Alors, il y a des petits échanges, mais enfin, c'est un petit peu la guerre là-dedans. Et c'est ce qui permettra d'avoir vraiment des différences de performance entre les navigateurs. Alors depuis peu, on s'aperçoit donc qu'on va pouvoir mettre cette machine virtuelle sur le serveur, donc pour faire la programmation du back, hein, de tout ce qui est dans les données, donc notamment grâce à Node.js. Donc il faut vraiment bien comprendre que le JavaScript est interprété par une machine virtuelle, donc cette machine virtuelle elle est stockée soit dans le navigateur web, soit dans le serveur. Donc voilà, donc là j'ai mes petits scripts, et mes scripts ils vont être exécutés, enfin interprétés par cette machine virtuelle. Ok, alors comment on fait pour demander à une machine virtuelle d'exécuter un script? Donc deux cas, soit je suis dans le navigateur, soit je suis sur le back-office. Donc quand je suis dans le navigateur, en fait, il faut que j'intègre, hein, embed, mes scripts, là ici c'est la ligne 6, il faut que j'intègre mes scripts dans un document HTML. Donc là j'ai mon document HTML classique, donc je ne vais pas m'attarder sur les notions d'HTML, et j'intègre ici mon script qui s'appelle testnavigator.js, donc c'est un fichier JS, et donc je dis dans mon HTML que ce fichier HTML contient un script qu'il faudra exécuter, et voilà le fichier. Alors mon script il est simple, il fait alert test OK. Okay. Du côté de Node.js, bah, c'est très simple, vous avez un script ici, console.log, donc c'est le pendant de alert, c'est console.log, hein, ça affiche des messages sur la console, et vous demandez à Node d'exécuter ces instructions qui sont là. Ok, allez, on essaye, je vous montre, j'utilise moi Sublime Text qui marche pas trop mal, et on montre cela. Donc voilà, donc là j'ai, hop là, mon fichier HTML, et vous voyez, comme je vous l'ai dit, donc ligne 6 ici, j'ai la définition de balise script, et voire même, je dis que le script exécuté, c'est ce script testnavigator.js. Donc si je vais sur le fichier testnavigator.js, voilà, ce fichier définit, c'est du JavaScript, hein, donc définit une variable MSG, c'est une chaîne de caractères qui vaut test OK, et demande ensuite via la primitive alert, demande ensuite au navigateur d'afficher ce message. D'accord ? Donc du coup, hop, je vais pouvoir l'exécuter. Je diminue ma loupe, hop.
mon document, je vais pouvoir l'exécuter. Donc j'ouvre la page index et voilà, automatiquement, j'exécute ce script. Et j'ai bien ce que je voulais avoir, c'est-à-dire on voit la chaîne de caractères qui s'appelle test OK. Alors je peux le faire directement en Node.js. Hop là, donc j'efface mon écran. Comment je ferai en Node.js? Je vais peut-être zoomer un petit peu parce que c'est un tout petit peu petit. Donc là, c'est une console d'exécution. Hein. Donc je vais d'abord lancer Node et je vais taper l'instruction console.log et par exemple OK, tout simplement. Tac, voilà, entrée. Voilà, OK, donc ça veut dire que c'est bon, ça s'est bien exécuté. Alors on verra par la suite pourquoi il affiche undefined. OK? Voilà, donc ça, c'est très simple. C'est comme ça que ça marche quand on fait du JavaScript et c'est comme ça qu'on l'intègre dans une machine virtuelle. Allez, on peut continuer à avancer. Alors les interpréteurs, quels qu'ils soient, disposent d'une mémoire globale. C'est ce qu'on appelle l'objet global. Donc cette mémoire possède les éléments qui sont définis par les scripts. Si vous définissez des variables, si vous définissez des objets, on verra par la suite ce que c'est qu'un objet, ou des fonctions, eh bien tout cela sont rangés dans cette mémoire globale. Donc c'est ce que j'essaye d'illustrer ici. Donc là j'ai ma machine virtuelle. Cette machine virtuelle a une seule mémoire, donc c'est ce que j'ai montré ici avec la petite puce. Et vous voyez que si j'exécute différents scripts, eh bien ils vont tous disposer de la même mémoire globale. Hein, donc là, c'est ce que j'essaye d'écrire ici. Si l'interpréteur charge deux scripts, ou plus, hein, ces scripts partagent le même objet global, et donc les mêmes variables, et les mêmes objets, et mêmes fonctions. C'est même comme ça qu'ils vont communiquer par échange de données qui sont sur la mémoire. Alors, une petite illustration. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure que j'utilisais en JavaScript. Donc là, vous vous rappelez, j'ai ma page HTML, j'ai un script. En fait, je vais en charger deux. J'avais un peu préparé ma démo. Donc voilà, je vais charger d'abord le testnavigator.js, puis ensuite le testnavigator2.js. Donc venons sur le... Alors je le sauve. Venons sur testnavigator.js. Ben, ce que je vais faire, je vais définir ma variable MSG, mais je ne vais pas l'afficher, je ne vais pas utiliser alerte. Par contre, dans le deuxième script, testnavigator2, là je vais faire alerte. Là je vais vraiment voir le message. Donc OK. Donc en principe, si j'exécute cette page, je devrais avoir exactement le même comportement. C'est le cas. C'est le même comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a deux scripts, certes, mais il y a un script qui définit la variable et un deuxième script qui va utiliser cette variable pour l'afficher. Alors, du coup, vous avez compris que l'ordre est important. Parce que si je change ici, si je mets d'abord le script 2 et ensuite le script 1, et si j'exécute cela, et bien lorsque je vais exécuter le script 2, hein, je vous rappelle que c'est le premier qui va être exécuté, il ne trouvera pas MSG. Hein, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va faire alerte en gros vide, quoi. Eh bien, le navigateur ne sait pas faire alerte vide, et donc il ne va rien faire du tout. Alors c'est pour ça que parfois, on peut avoir des comportements qui sont un peu bizarroïdes, parce qu'on s'est trompé dans l'ordre. Voilà, donc là, il ne se passe rien. J'ai pas le message qui s'affiche. Et même si je vais derrière en demandant des informations, il va me dire qu'il y a un petit problème, quoi. Ok, donc c'est vraiment une notion qui est fondamentale, cette notion d'objet global, et qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est l'interpréteur, hein, c'est la machine virtuelle qui dispose de la mémoire globale. Les scripts, eux, eh bien, partagent la même mémoire globale. Donc j'ai parlé de variables, et donc il faut un peu parler de type. Hein. Donc toutes les variables de JavaScript sont typées dynamiquement. Qu'est-ce que ça veut dire typées dynamiquement? C'est-à-dire qu'elles ont un type, c'est sûr, mais ce type est affecté lors de l'exécution du script. Et même il peut changer. Hein. Donc on va voir ça de suite. Donc on a des types de base, donc les chaînes de caractères, string, les nombres, number, les booléens, et on a des types complexes, donc objet, tableau, fonction, etc. On a un opérateur typeof qui permet de connaître le type d'une variable, et il faut savoir aussi que, quel que soit le type d'une variable, on peut toujours savoir l'interpréter comme un booléen, hein, ce qui permet par exemple de tester if not 0, savoir si un nombre vaut 0, ou ce genre de choses, quoi. Donc quel que soit le type, on peut toujours interpréter comme un booléen. Alors voyons voir un petit peu ces notions de type. Donc là j'ai préparé un autre script. Hop, je vais utiliser la loupe, je vais zoomer un tout petit peu, et je crois que c'est le script qui est là. Voilà. Donc là, vous voyez, ce script est très simple. Je définis une variable v, et j'affecte à cette variable la chaîne de caractères 1. Ensuite, je demande à Node.js d'exécuter ce script et de lui demander d'afficher la valeur de v, donc v là c'est la valeur de v, d'afficher ensuite cette petite chaîne de caractères de type et de lui demander quel est le type de v. Donc dans un premier temps, lorsque j'exécute cette ligne, il devrait me dire, la ligne 2 là, il devrait me dire v de type chaîne de caractères, donc string. Maintenant, si je change la valeur de v, si je fais v égale 1, et si j'exécute la même ligne, il va me dire v ça vaut 1 maintenant, mais son type c'est number, ça a changé. Donc c'est l'illustration du typage dynamique. Ok, donc je suis dans, hop là, ici, si j'exécute, donc je fais directement Node et de mémoire il s'appelle slide6.js ce script. Hop là, voilà. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il fait un de type string et un de type number.
Donc ici, on a bien l'illustration que le type a changé dynamiquement, le type de V a changé dynamiquement. C'est comme ça que marche JavaScript. Donc il faut faire très attention parce que parfois on croit qu'on a des chaînes de caractères, mais en fait on a des nombres ou inversement. Ok, allez, on continue. On a quasiment fini cette première partie. Maintenant, il faut que je vous parle des objets. Donc en JavaScript, tout est objet, c'est vrai. Mais attention, attention, objet JavaScript. Alors un objet JavaScript, ça n'a rien à voir avec un objet Java. Un objet JavaScript, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de propriétés. Des propriétés qui sont identifiées par leur nom, donc les propriétés ont un nom unique dans un objet, et par une valeur. Alors il est possible, on est dans JavaScript, de modifier ces propriétés à n'importe quel moment dans le script. On peut en ajouter, en supprimer, changer leur valeur, etc., ce qui changerait leur type. Alors deux syntaxes différentes. Première syntaxe, je définis, mon MOOC ici, je définis l'objet, donc accolade ouvrante, accolade fermante. Donc là j'ai défini un objet. Une fois que j'ai défini un objet, je peux lui affecter des propriétés. Alors pour affecter une propriété à un objet qui est déjà créé, il suffit d'utiliser la syntaxe suivante. Je mets un point, donc mon MOOC point. Ce qui suit le point, c'est le nom de la propriété. Et égale la valeur de la propriété. Donc là, j'ajoute une propriété nommée titre, la valeur JavaScript pour min, à l'objet mon MOOC. Je fais pareil ici, nbView, la valeur 5, à l'objet mon MOOC. Donc mon MOOC aura deux propriétés, une nommée titre et une nommée nbView. Ensuite, j'utilise console.log mon MOOC.view pour connaître la valeur de la propriété nbView. Donc, on va retourner 5. Si maintenant je peux changer cette valeur nbView, je pourrais même mettre une chaîne de caractères, on a vu typage dynamique, il n'y a aucun problème, et je raffiche. Donc ça c'est une première syntaxe. L'autre syntaxe, qui est un petit peu différente, c'est lorsqu'on crée l'objet, mon MOOC accolade ouvrante, accolade fermante, je peux lui donner de suite les propriétés et les valeurs. Donc là la syntaxe est un tout petit peu différente, c'est nom de la propriété, deux points, valeur, et s'il y en a plusieurs, virgule. Il ne faut pas se planter, nom de la propriété, deux points, valeur, virgule, nom de la propriété, deux points, comme c'est la dernière, et plus de virgule. Donc ces deux scripts sont complètement identiques, hein, d'accord? Ils permettent de connaître, enfin de créer un objet, d'ajouter des propriétés, et ensuite de s'amuser un petit peu avec les valeurs de cette propriété. Ok, donc je ne vais pas l'exécuter, c'est assez simple. Alors, je finis là-dessus, sur cette première vidéo. Il faut bien comprendre que les objets et la mémoire virtuelle, donc les objets sont super utilisés pour un peu séparer la mémoire virtuelle, pardon, je vais y arriver. Donc là ici ce que j'essaie d'illustrer, donc j'ai deux objets dans la mémoire virtuelle, dans la mémoire pardon de la machine virtuelle, un objet nommé app et un objet nommé $. Et vous voyez que c'est dans ces objets que je vais pouvoir ranger d'autres objets, etc., etc. Donc ça sera plus facile pour tous les scripts qui vont s'exécuter de pouvoir récupérer les objets. Je ferai par exemple app.machin, etc. ou $.bidule, etc. Ce qui permet de cloisonner la mémoire. Donc ça c'est très intéressant et c'est surtout beaucoup utilisé dans JavaScript. Donc le $, certains le connaissent déjà, c'est comme ça que marche jQuery. D'accord? Donc il crée un objet $ et ensuite on peut utiliser toutes les fonctions proposées par jQuery. Voilà, je m'arrête là et je vous dis rendez-vous pour la deuxième vidéo.